Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Canal Algérie. Bienvenue dans l'émission Le Déshonneur, un espace de débat où on aborde la question de la colonisation française en Algérie, les crimes coloniaux et les massacres commis par l'armée coloniale après les enfumades et les emmurades, après les bombardements en napalm et la torture généralisée. La France va expérimenter les dégâts de la bombe atomique sur les populations algériennes du Sud et sur l'environnement. Il y a de cela 65 ans, l'opération Gerboise Bleue a eu lieu à Regan. Une explosion atomique 4 fois plus puissante que celle d'Hiroshima est enregistrée au sud du pays. Les dégâts sont considérables et les conséquences sont perceptibles jusqu'à ce jour. Plus de 17 explosions atmosphériques et souterraines vont être effectuées. Le sujet est tabou en France et le mensonge d'État est entretenu sous le couvercle du secret défense. Nous ouvrons ce soir le dossier de ce crime contre l'humanité. Et bien sûr, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maître Benbrahim Fatim Zohra. Vous êtes avocate et chercheur en droit, bien sûr de l'histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir à chaque fois. Merci à vous. Et puis, en face de vous, on a le plaisir également d'accueillir le professeur Mohsen Boubnider. Vous êtes chirurgien au Centre Pierre-Marie Curie. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et j'allais dire l'incontournable, notre ami Bouchalfa Amazit, vous êtes journaliste, scénariste spécialisé dans l'histoire du mouvement national. Mahbabik, bienvenue à vous dans Le Déshonneur. Et avant de commencer et d'ouvrir le débat sur ce sujet encore une fois épineux et très tabou en France, je vous invite à découvrir cet extrait d'un documentaire signé par Larbi Benchiha qui a travaillé sur cette question, encore une fois très très délicate. Il s'agit bien sûr d'un extrait du documentaire intitulé Vent de sable. On regarde et on revient juste après. Que leur hache est proche. Vous vivez dans le blocos de la mise à feu la minute solennelle de la première explosion atomique française. وشنو الاسباب دوك اللي راه يتلات في العينين والعمى. هذاك وقت الصلاه كل واحد الناس كاع واعيه. كاين اللي كان في يتوضا، كاين اللي راه يصلي ما ينجمش يغمض عينيه وقت اللي كان يصلي. انا الشيبانيه نتاعي الله يرحمها تلقات تصلي وقت اللي خرجت البومبا اتوميك حصلت الصلاه وهبطت انخلعت. يعني هي شيبانيه ما على بالها كاع واش كان ماشي يصرى. Vous avez une fille qui est sage-femme à l'hôpital de Regan. Oui. Est-ce qu'elle a observé des malformations, des choses comme ça? Oui, elle m'a dit qu'elle a observé des malformations, beaucoup de malformations, et les gens qui sont autour d'elle racontent qu'auparavant on ne voyait pas ça. Ce n'est qu'à partir après la bombe atomique. Mais 20 ans après la bombe atomique que cela a commencé à se produire. Même 10-15 ans après, on n'a pas vu ça. Mais maintenant, ça commence à se voir. On dit ça. ومن بعد القنبلة كاين اللي قالوا كاين أمراض جديدة. نعم ظهرت أمراض شتى. دي كومبليكاسيون ريسبيراتوار كما نقولوا. دي زاسماتيك اللي هي يعني تكريات دي زاسماتيك. ناس يعني ما كان يقبضهم لازم كاع ولا يقبضهم من ديك الغبرة ومن ذاك فهمت؟ وما عرفنا لا عود الراديو اكتيفيتي ولا كيف صار. دي كونسير دي فوا، دي كونسير بولمونير، دي كونسير غاستريك، دي كونسير دي سان. هذه كونسير هذه الوان لي كونسير اللي ظهرت من بعد القنبله. هذا في الناس لي كيراتيت في العينين، لا كاتاراكت، لي زافيغ. كاينين صبيان خرجوا افيك، كاينين افيك الواحده ومازال كاين منها موجود هنا في رقه. فهمت؟ تفيق لم بعد اكسبليزيون دي بريماتيري، الناس اللي تخلق مشوهه، راس كبير،
والجسد صغير الراس صغير والجسد كبير يخلقوا هكا رجالات صغار. On a servi de cobaye, comme les souris dans un laboratoire. La même chose. Le vaisseau tout qui éclatait, dur comme du bois. Alors quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Des cachets, des cachets, des cachets. Et on vous bourre avec ça. Et on vous fait passer les douleurs avec ça. Et on vous donne de la... Pour vous calmer les douleurs, là, on vous donne de la morphine. Et il faut vivre avec ça. Et voilà, on voit bien l'étendue des dégâts et puis cette catastrophe humanitaire causée par la France coloniale en Algérie. Mais je crois qu'avant toute chose, il faut peut-être, à notre sens, utiliser les éléments de langage qu'il faut, c'est-à-dire et appropriés. Certains, et notamment beaucoup de médias en France, utilisent le mot, M. Boukhalifa Amazit, de décès nucléaire. Or que ici nous voyons bien que ce ne sont pas des essais, ce sont des explosions à l'échelle réelle et les dégâts sont considérables et palpables. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les mots ont un sens? Il faut leur donner leur sens, M. Boukhalifa Amazit? Absolument, il faut leur donner leur sens et il faut réinstaller ces pseudo-essais dans l'histoire. Avec l'ambiance qu'il y avait. Il y avait une espèce d'euphorie atomiste, la France qui allait accéder à l'ère atomique, comme les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. Il y avait une euphorie extraordinaire, une espèce de fierté incommensurable. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être consécutif à cela n'avait aucune importance par rapport à la grandeur, à cette fierté qu'on en tirait. La presse était dithyrambique. Ceux qui ont fait cette bombe, les auteurs de cette bombe et tous ceux qui l'ont approchée ont été montés au nu. C'est tout cela. Et puis on dit que c'est un essai. Mais on voit l'essai. C'est une explosion nucléaire. Une explosion nucléaire, par-delà la lecture combinatoire qu'on puisse faire, par-delà tout cela, ça se passait dans un pays en guerre. C'est-à-dire que cette explosion, cette arme nouvelle qui a été amenée, était également chargée d'influer sur ne serait-ce que le moral des troupes d'en face. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que vous nous dites là, M. Boukhalifa Amazit, c'est que ces explosions nucléaires font partie, excusez-moi le terme, du packaging colonial en Algérie, c'est-à-dire ils font partie de ces crimes coloniaux commis par la colonisation française en Algérie. Absolument, et c'est des crimes durables, puisque ces quelques images que nous avons vues sont effrayantes. Ça se passe de nos jours, c'est-à-dire depuis 1960. Et cela, nous ne pouvons pas... la lecture qui en est faite chez l'ancien colonisateur, la lecture qui en est faite, c'est à travers des conséquences sur des militaires qui étaient à Reagan à l'époque. Oui. Mais c'est totalement, c'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir. Ce que nous voyons là habitent là-bas, sont nés là-bas, ont continué à vivre là-bas. Et tout à l'heure, on va bien évidemment voir des images qui prouvent bien sûr l'existence d'une vie d'oasis, d'agriculture et puis de beaucoup d'habitants, bien sûr, de la région. Cette route qui va d'Adrar à Ergen, pour ceux qui la connaissent, et il y en a beaucoup, on appelle ça là-bas les Champs-Élysées. Oui. Parce qu'il y a des palmiers sans interruption sur 120 kilomètres.
qui sépare Adrar de Regan. Donc il y avait une vie, il y avait des gens qui vivaient, etc. Ça s'est passé à 50 km de Regan seulement. Ouais. Et ce n'était pas une terre annuleuse, c'était des... On sait très bien que ces zones-là sont des parcours pour du bétail, c'est des parcours pour des nomades. Ouais, j'ai envie de faire réagir, bien sûr, Maître Ben Brahim Fatima Zahra, sur le plan du droit. Est-ce que la terminologie, elle a toute son importance dans ce qu'on est en train de développer ce soir, c'est-à-dire peut-être qu'il faut bannir ce nom ou ce mot des essais et parler d'explosions factuelles qui ont contaminé des centaines de milliers de personnes. Il faut le dire, il faut toutefois parler de ce chiffre complètement astronomique. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que pour la première fois, le mot exploit est apparu en 1957, lorsque Jules Moche est allé plaider à l'ONU la cause de la France en disant que nous aimerions faire des essais nucléaires dans le désert, là où aucune forme de vie humaine ou animale n'existe. Donc, politiquement, pour la première fois, c'était en 1957 et c'est sorti de la bouche de Jules Moche, qui représentait donc l'État français. Par la suite, la France a continué à faire croire que c'était des essais nucléaires parce que l'histoire de la bombe atomique mérite peut-être aujourd'hui d'être dévoilée au monde entier. Cette bombe n'était pas initiée par la France, mais les formules et la technologie étaient entre les mains des sionistes. C'est eux qui avaient la formule et c'est eux qui ont dit à la France: on va faire un deal. Vous venez nous construire notre site qui va abriter la bombe atomique et vous allez nous faire la centrale électrique et nous allons vous montrer la formule pour enrichir l'uranium pour faire cette bombe. Et donc, ce terrain algérien a été choisi par les sionistes, Regan, pour une raison historique assez intéressante. Et donc, la première bombe, on en a parlé comme étant un essai nucléaire. Donc, aujourd'hui, après cette explosion, la première explosion, survenue le 13 février 1960, on va revenir à la puissance de cette bombe. Si cette bombe a fait des milliers de victimes à Hiroshima et à Nagasaki avec une puissance inférieure, donc aujourd'hui on ne peut pas parler d'un essai, c'est une véritable explosion atmosphérique. Donc c'est le mot exact aujourd'hui, c'est explosion et non plus essai. Essai, c'est pour amoindrir la puissance, mais la puissance est tellement puissante qu'elle a déplacé les normes et donc nous sommes bien dans une explosion et non pas un essai. Peut-être avant de vous faire réagir sur la préméditation, parce que là on est dans le crime prémédité, parce qu'en réalité les États-Unis ont déjà procédé à ce genre d'expérience nucléaire et en URSS, et puis les États-Unis en 1950 ils ont émis un rapport en disant que voilà la dangerosité de ce genre d'opération sur à la fois les humains et l'environnement, et que la France était totalement au courant de ce rapport-là. Donc il y a préméditation. Je vais revenir vers vous dans quelques minutes parce que j'ai envie de faire réagir professeur Boubnidel, qui est dans la médecine, dans la science et bien évidemment dans la recherche. Et c'est à vous que j'adresse cette question. Parce que quand on parle d'essais, généralement ce sont des essais qui se passent à huis clos dans des environnements très maîtrisés. C'est des petits endroits très très sécurisés. Et puis avec beaucoup de précautions. Mais là, est-ce que vous nous confirmez, professeur, sur le plan scientifique, parce que c'est très intéressant de ne pas faire du commentaire, mais surtout être dans la pédagogie, est-ce que vous nous confirmez que ce qui s'est passé en Algérie dès 1960 jusqu'à 1967, ce sont
carrément des explosions qui ont causé des dégâts sur l'environnement et les Algériens. Tout à fait. Donc, si vous voulez, au début, il y a eu 4 essais atmosphériques. Ensuite, il y a eu 13 essais souterrains. Donc, les 4 essais atmosphériques se sont faits de façon successive, l'une après l'autre. Et il faut dire que le premier essai, comme elle a dit Maître Abraham, elle a une puissance qui dépasse 7 fois celle d'Hiroshima. Donc les retombées atmosphériques se faisaient autour de toute cette région, mais même autour de certains pays limitrophes. Oui. Et les tests qui ont été réalisés aux alentours de ces pays ont pu constater qu'ils ont pu détecter des déchets atomiques autour de toute l'Afrique occidentale. Ils sont même remontés au bord des pays comme l'Ibérique, l'Espagne, voire même de la Sicile. Maintenant, pour les autochtones, il faut dire qu'il y a eu quand même une omerta concernant la population qui devait être exposée. Parce que dans les rapports, ils ne mentionnaient pas l'existence de nomades ou de populations autochtones dans le site point zéro, en quelque sorte. Et que maintenant, au fur et à mesure que les dossiers sont déclassifiés, on apprend qu'il y a eu quand même pas moins de 40 000 Algériens qui étaient présents au centre zéro, et qui ont été impactés fortement par cet essai-là. Donc je pense que c'était un petit peu, je dirais, hasardeux de leur part de faire ça de façon un petit peu, comme il a dit mon ami, avec beaucoup de fanfaronnade. Mais les conséquences ont été redoutables pour les Algériens sur place, pour les Français qui étaient aussi sur place et pour toute la région. Justement, vous parlez d'omerta et là vous me tendez la perche parce qu'il y a eu des images qui ont fuité. Plus de 50 ans après, on va découvrir l'autre catastrophe des Hineker, c'est-à-dire cette explosion ratée, on va l'appeler comme ça, parce que c'est une opération qui, soi-disant, n'aurait pas pris ces proportions-là de dégâts, parce que la montagne devait contenir la radioactivité. Finalement, il y a eu une fuite, une énorme fuite, une explosion. Il y a eu un énorme nuage nucléaire qui a envahi toute la région. Et puis ce qui est un peu, j'allais dire, un peu qui fait du déshonneur de la France, c'est que l'ex-ministre des Armées, Mesmer, était là-bas. Il s'est enfui en laissant derrière lui ses soldats, ses officiers et ses Algériens, contraints parfois à travailler au pied de la montagne pour creuser des trous et des tunnels. On va voir bien sûr cet extrait-là. Je vous préviens que c'est un extrait très très choquant. On va voir bien sûr cette déshumanisation créée et provoquée par la France coloniale. Constitue probablement une pièce à conviction importante. On a la transcription de ces enregistrements qui démontrent l'affolement, mais avant l'affolement, il y a bien sûr cette exhibition de joie formidable, magnifique, comme si il s'agissait d'un feu d'artifice à ciel ouvert, alors qu'on voit très très bien que, bien sûr, le nuage radioactif s'est propagé, mais d'une manière extraordinaire. Alors je reviens à ce point du droit, de la légalité, et puis de ce que prévoit la loi par rapport justement à ce genre de documents, et puis sur la préméditation de ces crimes, Madame Pambaran. Tout d'abord, il faut dire que nous sommes en pleine illégalité. Il n'y a pas de légalité pour un crime. Jamais un crime ne peut être légalisé. Il est réprimé, il est jugé, il est condamné. Oui. Vous avez vu Lucien, que nous avons eu l'occasion donc de connaître. Oui. Vous avez vu son visage. Eh bien, il a attrapé une maladie qui lui rongeait en fait tous les os du visage, et il est mort de cette maladie. Il n'est pas le seul, ils sont très nombreux. Ce qui s'est passé, ou du moins la vérité, je voudrais vous la lire. La vérité, c'est Rocard qui déclare la chose suivante. Il dit: les mesures que l'on aurait aimé faire à l'instant sur la bombe du 13 février 60, déjà, dite Gerboise bleue,
ont toutes échoué en raison de la gaucherie de la préparation confiée à des jeunes gens instruits et capables, évidemment, mais maladroits et novices. Oui. Il continue dans une autre remarque qui sont très, très, très importantes pour l'instinct criminel. Le bilan des mesures faites sur le terrain à l'instant zéro par le service essai se révèle assez lamentable. Car en réalité, lorsque l'on étudie le fameux rapport qui a été porté à la connaissance des scientifiques, etc., en 2005, et qui a tout de suite été retiré, eh bien, dans ce dossier classé confidentiel militaire, il est dit qu'aucune des expériences n'était réussie. Aucune des expériences, comme ils le disent dans leur rapport, ils utilisent le mot expérience, n'était réussie. Effectivement, nous venons de voir l'accident du Beryl. L'accident du Beryl, c'est le premier accident dans le monde. Tchernobyl n'est rien devant l'accident du Beryl. Parce que cet échappement. C'est très important ce que vous nous dites là. Vous gardez votre idée parce que j'ai juste envie de vous rappeler que, par exemple, par rapport à Tchernobyl, ça s'est passé en 1986, il y a eu plus d'impact sur le monde et ça a été médiatisé, alors que vous nous confirmez, Maître Bambalam, aujourd'hui, que la puissance de ce qui s'est passé le 1er mai 1962 à Inneker, opération Beryl, c'est 10 fois plus important, peut-être un peu plus. C'est quelque chose d'énorme, on ne peut pas quantifier, mais ce que nous savons, c'est que c'est quelque chose d'énorme. Jamais il y a eu une explosion atomique comme celle-là. Seulement la France ne veut pas en parler. Mais les scientifiques sont arrivés à des résultats. Les juristes sont arrivés à des résultats. Ça, c'est un véritable crime contre l'humanité qui est un crime continu. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, on continue de voir les gens mourir, vivre avec des déformations extraordinaires, naître avec des déformations extraordinaires. Mais ceci est le résultat, donc, c'est la plus grande explosion. Pas en quantité, mais en danger. Parce que la montagne s'est fendue et les nuages radioactifs sont sortis donc de cette montagne et se sont échappés, ils sont arrivés jusqu'à peu près couvrir 26 pays de l'Afrique et le bassin méditerranéen a été touché. Vous allez me dire peut-être comment les choses se sont déroulées. En fait, vous avez vu ces petits hélicoptères que nous avons vus tout à l'heure. Quand le nuage est sorti, ils ont été obligés de le suivre pour voir son impact et sa direction. Parce que vous savez, quand on fait exploser une bombe, il faut s'assurer de la météo, savoir dans quel sens le vent allait partir. Et donc les données qu'ils avaient prouvaient que le vent allait dans la direction du sud. Vous voyez déjà l'instinct criminel. À partir du moment où ça va chez les Africains, eh ben, on va faire notre explosion. On va faire notre expérience, entre guillemets. Et il y avait deux hélicoptères, il y avait l'aviaviateur et celui qui était avec lui, donc je ne sais pas si on peut l'appeler copilote ou quelque chose comme ça, parce que ce n'était pas de très gros avions. Eh bien, d'abord, il y en a eu un qui a été aveuglé sur le champ. Et tous les trois sont morts de cancer radio-induit. Ce nuage radioactif est allé donc de ce point, il s'est déplacé vers les pays, mais à chaque fois que le nuage évoluait, il y avait des retombées radioactives et donc tous les terrains sur lesquels le nuage est passé sont jusqu'à présent contaminés. Mais Dieu a voulu qu'à un certain moment, le vent change de direction et le nuage remonte. Et en remontant, évidemment, il a pollué tout le nord de l'Afrique du Nord. Mais
il a dépassé les limites et il est allé dans le bassin méditerranéen. Oui. Et maintenant, vous avez l'Espagne, vous avez Marseille, vous avez l'Italie. Vous avez même l'Italie. Voilà, tous ces pays sont pollués. Mais vous savez que la France n'a jamais voulu dire la vérité et n'a jamais montré la carte du nuage radioactif jusqu'en 2014. Et on a cette carte, bien sûr, à la régie. Nabil Tribèche va pouvoir peut-être l'afficher. Je vais vous ajouter juste ça. Allez-y, madame. On l'a vu parce que moi, à l'époque, j'avais été invitée au Sénat français pour faire une conférence sur la situation en Algérie. Parce que l'Algérie n'était pas comptabilisée comme pays ayant subi la radioactivité nucléaire. Et donc, quand je suis allée, j'ai fait ma conférence et là, on a inscrit l'Algérie comme pays victime des explosions atomiques. Et il y avait avec nous notre grand ami Bruno Barillot, que Dieu ait son âme, qui était le président de l'Observatoire du désarmement nucléaire. Et donc, il était chargé de récupérer les archives militaires pour avoir un éclairci, si on veut, sur la technicité de ce dossier. Et il me l'avait montré, il m'a dit, regarde, je viens d'obtenir ces cartes. J'ai dit, donne-moi quelque chose que je puisse prendre avec moi en Algérie. Il m'a dit, si tu peux comprendre quelque chose, vas-y. Moi, en tant que spécialiste, j'ai rien compris. Alors, c'est des cercles avec des flèches, mais à l'intérieur, il m'a dit, je te donne quelque chose. C'est la seule chose qu'on peut voir, c'est le fameux nuage nucléaire que nous allons voir. Et c'est pour la première fois. Et on a saisi l'occasion pour en parler dans cette conférence et dire, nous ne sommes pas les seuls à subir, mais vous avez subi, seulement la France ne vous a jamais dit. Par contre, l'Espagne, les 3 ou 4 jours après l'explosion, dans le journal El País, il y avait un article qui disait que nous ne comprenons pas ce qui se passe. L'Espagne a reçu une pluie noire. Et bien, en fait, c'était les retombées radioactives que la France n'a jamais voulu reconnaître. Monsieur Boukhalifa Amazigh, j'ai envie de vous faire réagir sur un point très très important. La bien sûr, prise de responsabilité de la France politique, le pouvoir, et puis les militaires, et la discrimination et aussi ce désintérêt par rapport aux populations locales et algériennes, et même sur leurs propres soldats, parce qu'on entend bien dans cet audio, c'est-à-dire cet enregistrement, que finalement le ministre Mesmer, il a pris sa voiture, il a pris la route, laissant derrière lui tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à cette non-prise de responsabilité qui dure dans le temps jusqu'à ce jour? Il est mort d'un cancer radio-induit qu'il avait écopé. Alors que lui, il avait fui dès les premières minutes. Et on va bien sûr revenir vers vous, professeur, pour nous expliquer justement le développement rapide de ces maladies radio-induites. Oui, monsieur. Il y a dans tout ce que nous avons vu et dans tout ce que nous allons voir, il y a cette ambiance, cette atmosphère d'improvisation. Cette atmosphère d'improvisation a été dictée par l'empressement de la France, et particulièrement dès l'arrivée de Gaulle, l'empressement d'obtenir cette arme qu'était la bombe atomique. Il y avait une course à cela. Donc, tout ce que nous avons vu, malgré tout ce que cela a impliqué, ils n'ont pas éprouvé, c'est-à-dire le temps, pris le temps de réfléchir sur ce qu'ils faisaient. À partir du moment où l'idée d'autodétermination avait été lancée, on devait surseoir à toute décision susceptible d'engager l'avenir. C'est-à-dire, ce n'est qu'une fois que le peuple algérien qui devait être sollicité pour se prononcer sur son avenir, ce n'est qu'après cela, normalement, qu'on devait prendre des décisions. Que ce soit la décision des essais nucléaires, que ce soit le déménagement des archives qui devait être stoppé, le déménagement du patrimoine, les musées, les bibliothèques et autres documents, et tout cela. Non, ils ont continué la guerre sous d'autres formes, même s'il y avait, bien sûr, les opérations
on se souvient tous, mais il faut revenir au machin. L'ambiance était les opérations Châle, et tout ce qui se passait, c'est-à-dire qui était la guerre directe. Cette explosion du Necker qui remonte à un mois pratiquement de l'indépendance. À un mois d'indépendance. Comment est-ce que... Là, on dit, oui, ce sont des jeunes, on a attribué à des jeunes la responsabilité d'avoir mal fait le travail. Parce qu'ils disent, là, on sent que dans le commentaire, ils sont compétents, ils savent, etc. Mais là, ils ont mal travaillé, ces gamins. C'est-à-dire, vous vous rendez compte ce que vient de dire Maître Ben Brahim concernant la gravité de cette explosion. Et c'est tout ce qu'on en dit. Et cette idée, l'idée qui a prévalu à l'époque est demeurée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, avec toutes les explosions qu'il y a eu ensuite dans le Pacifique, à aucun moment la France n'a dit ne s'est sentie responsable. Donc, tant que ça arrivait en Algérie pour des Algériens, quelques nomades, parce ils pensaient que c'était quelques nomades, et vous aviez dit tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez cité le chiffre de 40 000 Algériens sédentaires qui ont été touchés. C'est quand même considérable. Mais on attend. Ce ne sont pas des excuses qu'on attend. Là, on n'attend plus d'excuses. Maintenant, ce sont des actes. L'Algérie n'est pas une puissance nucléaire capable d'avoir des moyens de décontaminer des régions aussi importantes. Monsieur Boukhalifa Amazit, on va en venir justement à ce bien sûr point très très important qui est lié ou relatif à la décontamination et à la récupération de ces déchets encore bien sûr présents au sud du pays. Professeur, tout à l'heure, Madame Fatima Zahra Ben Brahim, Maître Fatima Zahra Ben Brahim, nous parlait de ce nuage radioactif et dans les extraits du documentaire de l'Arbi Bencheikha, notre ami qu'on salue ce soir, on voyait ce compteur Gégère qui s'affolait, qui s'alarmait des années après avec une puissance, j'allais dire, augmentante ou augmentée, je ne sais pas si le mot est correct. On voyait même des pierres solides comme ça, pétrifiées, c'est la pétrification des éléments de la nature. Alors, pour dire tout simplement, si les roches et les pierres solides ont été touchés à ce point et pétrifiés, qui ont subi bien sûr la radioactivité, qu'en est-il de l'être humain? Qu'en est-il du corps humain, professeur? Le corps humain, il est plus sensible que la roche, si je puis dire. Mais disons que le corps humain, il est dans une ambiance biologique. Donc il y a toute une flore qui fait qu'il est impacté au même titre que les arbres, les animaux, l'eau, etc. Donc nous sommes dans cette ambiance. Alors maintenant, la causalité, c'est que non seulement on sait quels sont les cancers qui sont radio-induits. Ça, on le sait. Il ne fallait pas attendre les essais ou les explosions atomiques qui ont été réalisées en Algérie, puisqu'il y a eu des explosions bien avant. Celle de Hiroshima a fait en sorte qu'on puisse connaître quels sont tous les cancers qui étaient provoqués par cette exposition aux radiations. Alors on parle peut-être, les États-Unis dans leur rapport, ils parlent de 31 pathologies cancéreuses enregistrées à cause des explosions nucléaires. Tout à fait. Eux, ils ont un panel de maladies qui est un peu plus étoffé que celle des Français. Bien sûr, la France n'en a retenu que 18. La loi Morin, c'est 23. 23 après, bien sûr, avoir ajouté aux 18 le reste des maladies parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître le reste. La liste des maladies est connue, donc il ne faut pas revenir aux essais algériens ou les explosions algériennes pour établir cette liste. La question qui se pose, c'est maintenant, après un certain temps, maintenant on est à 50, 60 ans de cet événement, il y a des populations qui ont été exposées à un seuil qu'on n'arrive pas à déterminer. Quel est le seuil minimum pour lequel l'individu est susceptible de provoquer un cancer. Ça, c'est un débat actuellement autour duquel les scientifiques ne sont pas unanimes.
Donc il y a matière à travailler et à essayer de préciser ce seuil-là. Et en plus de seuil, il y a aussi le délai d'exposition. Quand il y a une explosion, on est exposé de façon brutale et instantanée. Mais le nuage de radioactivité qui se déplace au gré des vents. Exactement, expose les individus sur une durée de 10, c'est-à-dire le temps 20 d'incubation, vous me corrigez un peu, je ne suis pas très scientifique, c'est-à-dire que ça peut prendre des années, c'est-à-dire que votre cancer peut se déclencher 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans après. Exact. Ouais. Les cancers les plus susceptibles d'apparaître après une explosion sont les cancers de la thyroïde, les cancers du sang. Ça, c'est des cancers qu'on voit rapidement qui compromettent la vie des exposants dans l'immédiat. Oui. Mais vous avez des cancers qui apparaissent au bout d'un certain temps. C'est pour ça que maintenant, moi, je pense que si on va vers les personnes exposées, ceux qui avaient un certain âge, je pense qu'ils sont tous décédés. Donc il faut probablement s'orienter vers les enfants et les gens qui étaient à bas âge au moment de l'explosion pour essayer de voir quel est leur devenir à l'heure actuelle, puisqu'on est dans cette période où la maladie peut apparaître et s'exprimer. C'est-à-dire faire un suivi et suivre justement les enfants dès leurs premières années pour justement confirmer leur atteinte et pouvoir, j'allais dire, prévoir des traitements anticipés pour ne pas arriver justement au décès ou à des complications médicales. On va un petit peu accélérer la cadence de notre émission parce qu'on a beaucoup d'images et on a choisi bien sûr de vous proposer cette image sur justement cet instrument qui mesure la radioactivité et le rayonnement, bien sûr ce compteur GGR. On va voir ça bien sûr avec la régie de Nabil Tribèche tout de suite et on va en parler juste après, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Les haubans qui tenaient la tour, et là, il y a des pieds qui tenaient les pieds de la tour, ici, là, juste à ma gauche. Là. Tu es à combien, là Je suis à 4,51, 4,42, donc à Moudia, on était à 0,10, donc on est 40 fois plus élevé. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. On voit quand même bien qu'il y a eu quelque chose. On voit tous ces câbles, ces bouts de ferraille et tout ça. On imagine, quand on a vu les photos d'origine, que la tour sur laquelle on montait la bombe avant l'explosion, c'est les restes de cette tour qu'on voit ici. Donc là, c'est vraiment, on est sur un point d'explosion. Là, depuis plusieurs jours, l'engin était prêt au sommet de sa tour, dans l'attente des vents favorables. Alentour, chaque arme avait disposé du matériel témoin. Le génie, ses ponts, la cavalerie, ses chars et leurs servants fictifs, l'armée de l'air, ses avions, les uns protégés par un mur de béton, les autres sans protection, et même une fusée. L'infanterie, elle, avait disposé des mannequins bien alignés comme il se doit, ou dans la position du tireur couché. On voit très bien que c'est une structure artificielle, c'est pas naturel là. C'est du sable qui a été vitrifié par la chaleur de l'explosion et qui a incorporé des matières qui étaient contenues dans la bombe, c'est-à-dire que la matière première c'est le plutonium, qui est un radioélément extrêmement toxique. Lorsqu'il se brise, il peut y avoir des morceaux des fines poussières de plutonium qui sont quand même dangereuses au niveau de la santé. Vous savez, la moindre poussière de plutonium qui se fixe dans les muqueuses peut être un foyer cancéreux parce que ça rayonne des fois pendant 10 ans, 20 ans et disons, ça détruit les cellules et provoque des cancers. Bien sûr, on venait de voir l'Arbi Ben Chiha accompagné du regretté Bruno Barrio. Vous me confirmez, madame, bien sûr, ces images vous parlent, ça vous inspire quoi quand vous voyez d'abord ce compteur qui s'affole et puis la vitrification du sol et ces éléments que la France a gardés en Algérie, c'est-à-dire tout ce matériel contaminé. Et puis voilà, un ami aussi, Bruno, qui a aidé beaucoup à faire avancer cette cause algérienne.
Oui, tout à fait. Ces images ne me sont pas étrangères et les personnes ne me sont pas étrangères. Donc Bruno Barrio, c'est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé et qui m'a énormément aidé dans mes recherches. Il m'a donné toutes les informations et c'est lui qui m'a donné la fameuse carte du nuage radioactif en 14, enfin en 14 je veux dire en 2014, oui. Lorsque j'avais présenté ma communication sur les explosions atomiques en Algérie. On les avait appelés les archives militaires et les archives judiciaires, patrimoine commun algéro-français pour une gestion souveraine de la vérité historique et des droits des victimes. Oui. Donc c'était ça le sujet. Et donc nous étions ensemble. Bruno Barrio est venu plusieurs fois en Algérie. Il s'est déplacé avec une personne que vous n'avez pas très bien vue, mais qui est Rissa. Donc c'est quelqu'un qui était... De la région. Non. C'est un militaire qui est resté, d'ailleurs c'est notre principal témoin, qui est resté en Algérie. Et d'ailleurs c'est lui qui a construit la piscine aux militaires français parce qu'il faisait tellement chaud qu'il fallait un petit peu leur donner quelque chose pour s'occuper, en deux mots. Donc c'est pourquoi je vous dis, ces images ne me sont pas étrangères. Et les morceaux de lave, c'est de la lave que vous avez ici. C'est quelque chose de... extrêmement radioactif. Donc, dès que vous approchez le Chécher de ces pierres, vous le voyez devenir fou. C'est extraordinaire, mais il dépasse toutes les normes, ce qui prouve que la radioactivité existe en très très grande force sur les lieux. Oui. Et ceci me conduirait à dire que tous ces espaces sont découverts, les gens se promènent, la France n'a pas nettoyé, elle n'a pas mis en garde sur la superficie. Donc le cercle dans lequel est contenue cette radioactivité, et d'ailleurs dans la loi Morin, ils vous disent un périmètre de 150 km de rayon, ce qui fait un diamètre de 300 km, et les explosions sont vraiment en dehors de cela. Permettez-moi de rappeler quelque chose concernant ces explosions. Oui. Vous savez comment on a appelé les gens qui ont travaillé sur cette question les apprentis sorciers. Voilà. Deuxièmement, c'est un programme nucléaire dont la survie de la France dépendait directement, puisqu'il voulait rentrer dans le club atomique et devenir une puissance atomique pour diriger le monde. Oui. Ce que vous avez vu sur la montagne, ça existe jusqu'à présent. Oui. Et toute personne qui survole l'espace aérien va se rendre compte, en regardant par le hublot de sa fenêtre, par le hublot de l'avion, le cratère. Exactement énorme jusqu'à présent. Et personne n'a dit aux Algériens, faites attention, n'y allez pas, c'est dangereux. Personne. Vous avez vu tous ces camions et ces tanks. Tout ça, c'est de la radioactivité parce qu'ils ont été touchés par la radioactivité. Oui. Ils sont ensevelis. Mais moi, je me suis toujours posé la question, comment ont-ils fait pour ensevelir tous les bâtiments qui existaient? Et ils étaient nombreux, et ils avaient 6 étages. Tout le matériel militaire, parce qu'il y avait des tanks, il y avait des bateaux, il y avait des avions sur lesquels ils ont fait les expériences. Comment ont-ils fait pour les enterrer et où les ont-ils enterrés? C'est ça les déchets nucléaires dont le président parle et que j'avais demandé déjà en 2014. J'avais présenté un nombre de points, de 6 points au Sénat français pour leur dire attention, tous ces points doivent être respectés. Vous devez faire votre travail de nettoiement. Ça ne s'est jamais fait. Mais enfin. Et là, ce sont des sujets sérieux. Peut-être que les médias français pourraient s'y atteler parce que ce sont des choses importantes, les déchets nucléaires, tout ce qui a été laissé, toute cette contamination. Il faut ajouter à cela surtout la récupération qui a été faite par des populations qui ne connaissaient pas du tout la nocivité des lieux, du cuivre. Parce que le cuivre, on a pris des câbles en cuivre dans les tunnels, dans les souterrains. Parce qu'on ignorait la dangerosité de ces matériaux. Et ensuite, ce cuivre a été transformé. On en a fait des plateaux, on en a fait des objets de l'artisanat, et puis bien entendu qui étaient eux-mêmes radioactifs. Ça s'est vendu dans des sources, dans des magasins. C'est-à-dire que c'est énorme.
Parce que, en fait, il n'y a pas eu un ensevelissement de tous ces objets, de tout ce matériel. C'était juste, on a jeté quelques pelletées de sable dessus. Oui, Madame Benbrahim parle toujours de pièces à conviction. C'est très très important. On en a parlé la dernière fois sur la cartographie des mines qui est très très importante et qu'heureusement notre armée a fait un travail considérable et remarquable pendant des années pour mettre hors de danger les populations par rapport à ces mines, encore une fois plantées dans notre sol et dans notre terre. Mais là, il y a d'autres, c'est-à-dire éléments, ce sont les fameux tunnels qui ont été creusés. Et là, on a justement un extrait qui va vous parler, madame, qui va vous parler, messieurs. Et on arrive justement à ce point, encore une fois, très très important, celui justement de la décontamination et du nettoiement, bien sûr, de ces régions et de ces lieux. On regarde. Le vrai Regan est une ville souterraine aux rues en forme de galerie, qui, à 50 mètres sous terre, relie les laboratoires secrets. 2 kilomètres de souterrain ont été creusés dans le sable et équipés par le génie en moins de 2 ans avec les hommes du contingent. Ce sont les portes de cette cité interdite qui s'ouvrent pour vous. Dites-moi, mais pourquoi tous ces souterrains? Les souterrains dans ce pays-ci, c'est à peu près la seule façon de se mettre dans des conditions de température à peu près stables et pas trop élevées. Et c'est surtout la seule façon de se mettre à l'abri du vent de sable. Quand même, ça paraît démesuré. Pour 4 bombes, on a en effet des souterrains pareils, avec tout probablement un confort. On voit dans certains tunnels la climatisation. De Gaulle disait que la bombe n'avait pas de prix. كانوا يدفنوه النصارى يحفروا له ويدفنوه. احكي لي كيفاش كانوا يدفنوه؟ واحد البير هكا محفور ويلوحوا فيه، ونهار اللي لاحوا فيه جات البوكله دفنتو. واش الحديد اللي كانوا يدفنوا؟ لا السلك والزنق والتشيويات والشعب هذا ما كان. انت حضرت في هذاك التفينه كانوا يدفنوا؟ ايه كنتوا تخدموا فيه ثاني؟ ايه حولنا وخلينا نبغاو يدفنوا، ولا كملت شهرين مشينا وكنا نلوحوا في الغرقه ندوا الخدمه بلاكاش ونلوحوا في ديك الغرقه. Bien sûr, on vient d'écouter et de voir le témoignage des habitants de la région qui étaient contraints, malgré eux, à participer à ces opérations, soit au niveau, bien sûr, de la construction de ces tunnels, et puis aussi, si vous voulez, dans le ramassage de ces soi-disant déchets et de les mettre juste à côté. Madame Benbrahim, vous disposez d'un rapport très très important. Vous voulez nous en parler parce que ça a relation directement avec ce que nous voyons de voir, mais juste j'ai envie d'émettre une petite remarque et une observation par rapport à la vidéo, parce qu'au début de l'émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a des images qui prouvent qu'il y avait toute une structure sociale, que les personnes vivaient tranquillement là-bas, ils avaient leur maison, ils avaient leur agriculture, c'était verdoyant, mais malheureusement la France en a fait complètement une région désertique et cataclysmique. Allez-y, voilà, madame. Ça revient à ce que disait Jules Moche, une zone où aucune forme de vie ou animal n'existe. Vous voyez le mensonge politique. Et qui est condamné au non-développement. Justement, puisque nous sommes actuellement en phase de discussion des déchets nucléaires, que faut-il faire, où sont-ils? Oui. Bien, j'ai à côté de moi là
j'ai un rapport de l'Assemblée nationale française, le numéro 3101, n'est-ce pas? C'est le numéro 347 du Sénat. Le titre est intéressant. Les possibilités d'entreposage à long terme de combustible nucléaire irradié. C'est un travail qui a été fait par Christian Bataille. C'est le premier rapport. Le deuxième rapport, il va parler, donc c'est le 3571, numéro 207, toujours du Sénat, et de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le numéro de l'Assemblée nationale, c'est le 3571. Le numéro du Sénat, c'est le 207. Et ce rapport a pour titre « Les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires ». Vous voyez, il continue à parler d'essais nucléaires, effectués par la France entre 1960 et 1996. Et éléments de comparaison avec les essais et autres puissances nucléaires. Donc c'est une étude comparative. Mais ce qu'il y a de plus récent, c'est ce rapport, n'est-ce pas? Alors il y en a deux. C'est des rapports du 13 septembre 2024. Ce sont deux questionnements qui sont arrivés vers la France, pour la France, où il est question de répondre à certaines questions. Je viens de faire l'analyse, n'est-ce pas, de tout ce travail. Et parmi les questions posées à la France, auxquelles elle doit répondre dans un délai de 2 mois, on dit « Avez-vous demandé des excuses aux Algériens ?» Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, c'est un rapport. Si vous voulez, je vous donne son émanation, d'où il vient. Alors, c'est mandat du rapporteur spécial sur les incidents sur les droits de l'homme, de la gestion et de l'élimination écologiquement rationnelle des produits et déchets dangereux faite par l'experte indépendante chargée de promouvoir l'exercice par les personnes âgées de tous les droits et hommes et du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. C'est très important. Vous voyez, donc on parle ici la promotion de la vérité, donc dire la vérité à propos de ces explosions, faire la justice sur ce crime et les réparations, donc individuelles et globales, et garantir la non-répétition, c'est-à-dire que plus jamais il n'y ait d'armes atomiques et de bombes atomiques. D'ailleurs, ce qui va dans le sens de nos invités qui sont en Algérie actuellement, à savoir Patrice Bouvray et Jean-Marie Collin, qui sont justement avec l'initiateur de l'institution, de l'Observatoire de la non-prolifération des armes nucléaires, qui est justement Bruno Barillot. Alors sur le plan juridique et sur le plan de la légalité, bien sûr, avec ça commence à changer, ça commence à bouger. Avec bien sûr ces traités qui ont été bien évidemment ratifiés par l'ONU le 17 juillet 2017, qui interdisent totalement les essais nucléaires partout dans le monde. Et bien évidemment, quand on parle d'effets retardataires, je ne sais pas si on peut parler de ça, professeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure on a vu, il faut mettre le doigt sur ce point très très important, sur les enfants, sur les maladies. Est-ce qu'aujourd'hui on a une estimation, c'est-à-dire beaucoup de nos médecins dépêchés par le ministère de la Santé, c'est normal, dans les régions atteintes, ont détecté des maladies comme on avait parlé justement avant. Quelle en est la situation aujourd'hui, professeur, par rapport à ces cancers en prolifération? Enfin, je dirais que le travail qui est fait par le ministère de la Santé, avec l'Institut national de santé publique, a fait que nous disposons actuellement d'un registre national des cancers qui couvre tout le territoire national. Donc ce registre se divise en 3 régions, Est, Centre et Ouest, où cette couverture se fait à hauteur de 90% pour chaque wilaya. Donc il semble que les cancers sont évalués avec des chiffres qui ne mettent pas probablement celle de Tamanrasset et de Adrar
au sommet de la prévalence des cancers. Sauf qu'il faut peut-être donner une importance particulière à ces deux wilayas pour les comparer aux autres. Donc il faut peut-être dans les années à venir investir. Il faut rappeler que c'est des territoires immenses. Hein. Ils couvrent à peu près la moitié de la Belgique en quelque sorte, qu'il va falloir couvrir par des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des associations qui puissent descendre auprès des populations, leur faire comprendre l'intérêt, parler leur langue éventuellement pour les sensibiliser à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il y a tout un travail d'accompagnement. J'ajouterai que actuellement l'État a pu mettre en place un centre anti-cancer à Adrar qui est opérationnel, et à travers cette fonctionnalité, on pourrait au moins centraliser les activités de santé pour les cancéreux à cet endroit-là, parce que beaucoup de gens ne sont pas des sédentaires, ils sont dans une transhumance, et quand ils tombent malades, ils viennent volontiers vers les wilayas du Nord pour se faire soigner, ce qui donne un petit peu des chiffres un peu biaisés. Donc il faut aller vers cette région-là et soigner les gens sur place pour avoir les chiffres de la population qui est concernée, et on aura probablement beaucoup plus de visibilité dans les années à venir. Madame, messieurs, depuis le début de notre émission, le déshonneur avec bien sûr Zohair Ben Demirad, on a développé les crimes coloniaux, mais à chaque fois il y a un maître mot qui revient, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est celui du secret défense, c'est-à-dire on se cache toujours et on se couvre toujours par ce fameux top secret, on ne touche pas, c'est secret défense. Et puis on a justement un document qu'on va vous présenter, là où d'ex-officiers, des anciens officiers qui ont été présents sur justement ces opérations, ou dans ces opérations, dans la région du sud du pays, dans bien sûr différentes opérations, qui accusent directement l'État français d'avoir caché tout ça, d'avoir menti sur toutes les opérations, et c'est là où je rejoins M. Boukhalifa Amazit quand il dit peut-être que ce sont des amateurs qui faisaient peut-être semblant de ne pas connaître les conséquences de ces essais explosions, or qu'encore une fois les États-Unis, avec ce rapport de 1950, peuvent confirmer et corroborer la dangerosité et les effets, excusez-moi le terme, irréversible d'une contamination. C'est ça qui est très très grave. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une fois qu'on inhale de la radioactivité, c'est fini, vous le confirmez, docteur. C'est-à-dire que là, on contracte des maladies très très graves. On regarde bien sûr avec nos amis de la régie, c'est peut-être la dernière, c'est la dernière ligne droite de cette émission, avant de vous laisser, chers téléspectateurs, découvrir l'intégralité du documentaire de l'Arbi Ben Chiha qui s'intitule Vent de sable. Et là, c'est le témoignage d'officiers, d'ex-officiers de l'armée française qui condamnent et qui eux-mêmes dénoncent le mensonge, M. Boukhalifa Amazit. Il y a eu le mensonge d'État et l'État lui-même. C'est-à-dire que les négociations pour l'indépendance de l'Algérie étaient engagées déjà. Elles étaient engagées, et cette question du nucléaire, il fallait qu'il conserve un certain nombre de bases, Amaguir, Gal et un certain nombre de bases dans le Sahara pour continuer à... S'ils avaient insisté sur la dangerosité de ces essais, entre guillemets bien sûr, quand je parle d'essais, les Algériens auraient très certainement été sensibles à cela. Je me rappelle de ce que me disait Reda Merk, il me disait que quand je lui ai parlé justement de la place qu'a occupée de cette question dans les négociations, il m'a dit pratiquement nul. On ne savait pas. Nous-mêmes, nous ne savions pas ce qu'il y avait, à quoi on s'exposait, etc. À l'époque, les Français disaient, la partie française qui avait politisé cela, disait que nous avons... les essais devaient se faire
un peu plus tard, notamment pour Gerboise Bleue, mais elle se trouvait à Alger. Nous avions peur, et ça a été dit, que les militaires putschistes s'en emparent et qu'ils l'utilisent. C'est-à-dire que, oui, on vous a sauvé. Ce sont les manœuvres à chaque fois. Une multitude, non pas d'excuses, de prétextes et autres. On ne peut pas considérer faire une analyse sérieuse de la position officielle de l'État français quand on n'a pas de données sérieuses. Ce sont des prétextes, ce sont des faux fuyants, ce sont toute une propagande autour de cela. Ensuite, quel secret d'État, quel secret défense pouvait-il y avoir? On a vu les victimes, on voit les victimes, on a vu les témoignages de ces officiers français qui ont été gardés à l'intérieur des chars à proximité du lieu de l'explosion. Ils disaient très clairement, on nous a pris pour des cobayes, des souris. Eux, ils ont été... Mais moi, je pense à ces populations. Effectivement, monsieur Boukhalifa Amazit, il y a des images de propagande, je pense qu'ils ont été faites par l'armée française en montrant quelques Algériens, soi-disant, subir des examens pour dire est-ce qu'ils ont été contaminés ou pas. Mais après, quand on est parti vraiment dans la recherche, c'était pour mesurer les dégâts physiologiques et psychologiques sur les personnes. Et puis pour tout simplement parler à Madame Brahim qui fait du droit, les officiers, les soldats français avaient non seulement des combinaisons, des masques de protection et des douches, c'est-à-dire il y a des soldats qui s'expriment et qui disent que après avoir pris plus d'une dizaine de douches, le compteur Gégère était encore affolé, Madame Marham. Alors imaginez-vous la population ou les populations locales qui ne disposaient d'aucune protection et qui ont subi ça tout à fait normalement à l'air, j'allais dire, libre. Alors, ce que vous voyez avec des combinaisons sont ceux qui avaient été envoyés au point zéro pour mesurer l'étendue des dégâts. Oui. Il ne faut pas croire que ceux qui étaient dans les tranchées, parce qu'ils avaient demandé à ce que des tranchées soient creusées, et on avait demandé aux militaires, sans aucune protection, de rentrer dans les tranchées, et au moment de l'explosion, de baisser la tête et de faire ce geste. Malheureusement, quand ils ont fait ce geste, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se voir les uns les autres avec tout leur corps complètement liquéfié. Il paraît, je crois que c'est dans ce documentaire, où ils disent on voyait nos organes les uns les autres. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour eux. Et ils disaient on a vu une très belle lumière, on a essayé de regarder et beaucoup ont été aveuglés. Donc même les Français avaient été utilisés comme cobayes dans cette expérience. Expérience entre guillemets, et comme ils le disent. Alors je voudrais revenir sur le mensonge d'État. Oui. Alors, le mensonge d'État, nous avons un ministre de la Défense qui s'appelle Paul Quilès. Et ce Paul Quilès a été contre la bombe atomique au point où il a démissionné de son poste. Il a écrit un livre avec Jean-Marie Collin qui s'appelle « Arrêter la bombe ». Et dans ce livre, vous allez retrouver des secrets extraordinaires. Secrets, pourquoi on parle encore de secrets? De secrets d'État, et ça s'appelle un secret défense. Parce que c'est un programme militaire. Et tout ce qui est militaire est tenu au secret, ce qui est tout à fait normal. Donc, tous les documents que nous devons récupérer et que nous avons cherchés, certains nous les avons retrouvés, d'autres, parce que c'est énorme, c'est un dossier qu'on ne peut pas voir en une séance, c'est quelque chose d'énorme. Eh bien, tous ces dossiers sont inscrits sous le sceau de secret militaire. Simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, excusez-moi, j'ajoute ça parce que c'est très important. Il faudrait revenir à la loi sur les archives françaises. Et la loi sur les archives françaises dit qu'au bout de 60 ans, les archives militaires doivent être déclassifiées et doivent être mis à la disposition des chercheurs. Eh bien, en 2005,
il y a eu le fameux rapport concernant les expérimentations dans le désert, n'est-ce pas, qui est passé directement, ils l'ont exposé. Et il a été retiré au bout de 15 ans parce que nous, à partir de 2001, on était déjà en possession de tout ce que vous voyez, les déclarations et tout ça, on les connaissait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2005, le dossier est sorti, tout de suite il a été récupéré. Et en 2008, Sarkozy, président de la République, va à l'encontre du texte concernant les archives et il déclare incommunicables tous les dossiers concernant l'affaire du nucléaire en France au motif du secret militaire. Le secret d'État vient se greffer sur le secret militaire. Si le secret militaire ne peut pas sortir, donc le secret d'État ne peut pas également reconnaître ce crime, ce génocide, ce crime qui continue. C'est-à-dire, ça, c'est un crime continu. Exactement. Ce n'est pas un crime qui a une date et c'est fini. Soit la personne meurt, soit elle est guérie. C'est vous savez la date, la durée, le plutonium, 48 800 ans et la demi-vie du plutonium qui a été utilisé dans ces explosions en Algérie, eh bien, c'est 24 400 ans. Pour s'en débarrasser, pour que la nature puisse se débarrasser de cette radioactivité, ça veut dire que c'est des générations et des générations. Professeur. Ah oui, pratiquement, ça ne disparaît pas pratiquement. Voilà. Et ça touche l'ADN humain, c'est-à-dire que peut-être dans 100 ans, dans 50 ans, on aura une population de mutants. Oui. Alors vous voyez le crime, combien il est profond. C'est un crime et peut-être que toute la région est condamnée parce qu'on parle justement de contamination des eaux, de la terre, de l'agriculture, parce que aujourd'hui peut-être que dans les animaux, on a parlé de ces animaux qui traversent juste une région, elles meurent tout de suite, ces bêtes tout de suite, c'est un effet, j'allais dire, pratiquement instantané, immédiat. C'est pour vous dire un peu l'étendue des dégâts et la gravité de ce qui s'est passé en Algérie, que ça a été justement commis par la France coloniale. Et vous avez même parlé de cobaye tout à l'heure, le mot m'a parlé parce que tout simplement il y a eu même, on parle même d'Algériens, on parle de ces 150 personnes qui ont été exposées au point zéro. C'est des personnes qui ont tout simplement été mis là pour tester la bombe. Voilà. Monsieur Boukhalifa Amazit, il y a bien sûr ce centre d'indemnisation des victimes de la radioactivité et des essais nucléaires, ce fameux CIVEN, etc., avec la loi Morin, qui a été juste illégible que pour les Français. Tout à fait. Oui, bien entendu. C'est-à-dire que... C'est-à-dire on répare c'est-à-dire que ce problème n'est pas encore, il faut considérer qu'il n'est pas encore pris en charge par les Français sérieusement. D'ailleurs, le président de la République les a invités dans son entretien, il les a invités à procéder, c'est-à-dire concrètement, au travail de décontamination, de lessivage, etc. Mais seulement, la question, on a commencé, on a évoqué la possibilité d'indemniser, etc. Mais il y a tellement de conditions mises à cela, c'est pour arriver à l'éligibilité à cette indemnisation que c'est pratiquement pas un parcours du combat. Voilà, ce sont des lois et des règles qui éliminent directement les Algériens parce qu'il faut avoir un carnet militaire. Écoutez, d'abord, parce qu'on ne peut pas parler de cette loi de manière facile. Hein. Oui. Il faut être très... Pardon, monsieur. Je voulais simplement dire, on a légiféré après coup. Ce sont des lois qui sortent a posteriori. C'est-à-dire qu'on peut mettre les barrières qu'on veut. Absolument rien n'avait été fait à temps. C'est-à-dire, a priori, voilà les droits auxquels... on peut souscrire à etc. Mais non, c'est a posteriori, on peut inventer toutes les lois qu'on veut, on peut inventer toutes les fantaisies qu'on veut. Madame Benbalam, je vois que vous voulez intervenir sur ce dernier point. Parce que je suis juriste, n'est-ce pas? Je suis avocat. Je connais très bien la genèse de la loi de 2010.
Et c'est parti à partir d'un documentaire. Ce documentaire auquel j'ai participé moi-même était scandaleux parce qu'on avait vu donc des choses extraordinaires ici. Et donc la France a essayé de trouver un moyen, comme il disait, laissez-nous avoir une issue honorable. Et ils ont fait ce texte dans un espace très court. Il a 3 articles, cet article. Il ne nous concerne pas. Ça, c'est le combat de la veine. C'est les vétérans des explosions atomiques en France et en Polynésie. C'est leur combat avec ça, notre ami Jean-Luc Sens. C'est lui qui a été le président et c'est lui qui a donc organisé la société civile, militaire et civile pour obtenir cette loi. Donc la France a été acculée, premièrement par l'éveil des Algériens, deuxièmement par les revendications polynésiennes et françaises, et ensuite par la fusion, parce que nous sommes fusionnés, nous avons travaillé ensemble. Il comporte 3 articles. Le premier article, et c'est une loi qui n'a jamais eu à être appliquée en réalité. Le premier article, on vous détermine une zone. N'est-ce pas, dans laquelle les explosions ont eu lieu. Le deuxième point, on vous dit, il aurait fallu exister entre le 13 février 60 et le début 67, ce qui exclut les Algériens. Et c'est pourquoi je me suis révolté contre cet article, et j'ai dit à ce moment-là, dites-moi ce que vous allez faire, des Algériens qui existaient avant 60 dans leur pays et qui sont restés à vivre après 60. Le seul point qu'on pourrait retenir et qui pourrait être intéressant, pas pour tout de suite, mais pour le futur, c'est le fait que cet article reconnaît les droits aux ayants droit de demander une indemnisation après le décès de leurs parents. Donc ce point nous intéresse, c'est à la seule voie. C'est sur cette matière-là qu'on peut travailler. C'est le seul voie l'échappatoire qui nous permet de revenir plus tard, quand on se sera structuré convenablement pour demander les droits des victimes par les ayants droit. Et on arrive à la fin de cette émission, bien sûr, professeur. J'ajouterais, Maître Bram, c'est qu'ils ont aussi demandé d'instruire le dossier par l'informatique. Chose qui n'est pas accessible pour les gens qui sont au sud, forcément. Pardon, par un réseau informatique. Ah oui, mais ça ne nous concerne pas. Ça veut dire ça ne nous concerne pas, nous ne rentrons pas dans les conditions. Nous ne rentrons pas dans les cas d'espèce. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Merci d'avoir, bien sûr, participé à ce débat autour de cette question. Encore une fois, je précise son importance, c'est-à-dire c'est des explosions, c'est ces explosions nucléaires commises par la France coloniale. C'est un autre crime contre l'humanité, il faut le dire, bien sûr, avec ces dégâts considérables, ces étendues de dégâts que le peuple algérien a subi et subit encore. Il faut actualiser parce que, encore une fois, sous le contrôle de ces professeurs, de ces médecins qui nous confirment que ces radiations continuent à toucher et les humains et l'environnement. J'aimerais vous remercier, Maître Bembrahim Fatem Zahra, d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Bien sûr, professeur Boubnider, merci d'avoir fait le déplacement au studio du 21 boulevard des Martyrs pour nous donner et nous faire partager votre expertise. Et puis Monsieur Boukhalfa Amazit, notre ami, avec bien sûr notre observateur aguerri et aiguisé, j'allais dire, de toute l'histoire du mouvement national. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dès la semaine prochaine, vous allez nous retrouver avec notre, bien sûr, journaliste Bendimred Zoher, avec moi-même pour les capsules, pour animer cet espace qui revient bien sûr sur la colonisation française en Algérie, sur les crimes coloniaux. Tout de suite, mesdames et messieurs, Canal Algérie vous propose ce documentaire, encore une fois très important, utile, pédagogique et saisissant, de notre ami Larbi Benchiha. Nous saluons aussi docteur Mansour et Amar, qui a fait beaucoup de travaux sur la question du nucléaire, bien sûr testé ici en Algérie par la France coloniale. Bon documentaire sur Canal Algérie. Je remercie nos équipes. À la semaine prochaine. Merci. Merci.